Dans le monde du rap hip-hop, le cran permet de rester fort et les rappeurs sont connus pour leurs paroles audacieuses et souvent controversées. Il n'est donc pas surprenant que nous ne percevions pas souvent les insultes et les critiques méchantes qu'ils s'échangent, car elles sont cachées dans les paroles brutes et non filtrées de leurs chansons. Mais certains ne se privent pas de leur franc-parler et de leur manque de respect dans la salle d'audience. Ils peuvent s'en accommoder, mais se rendent-ils compte qu'ils ont dépassé les bornes? Je vais vous montrer quelques-unes des fois où des rappeurs ont manqué de respect lors d'audience au tribunal. Voyons ce qu'il en est. Young Thug. Le procès du rappeur. Young Thug semble avoir pris une tournure dramatique. Comment expliquer que l'on ne se drogue pas quand on se fait prendre au tribunal avec une pilule de drogue donnée par quelqu'un que l'on prétend ne pas connaître? Et comment expliquer au juge que ce n'est pas un manque de respect que de mentir face à la vérité? Jeffrey Lamar Williams, alias Young Thug, doit répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont celui de complot en vue de violer les lois RICO de l'État. Les procureurs affirment que Thug est à la tête d'une entreprise criminelle et qu'il a cofondé un gang de rue, YSL, en 2012. Le procès est devenu une affaire très médiatisée avec des implications importantes pour les personnes impliquées. Les événements survenus au cours du procès en janvier ont pris tout le monde par surprise. La famille, les amis, les fans, les adversaires et peut-être même Young Thug, en supposant qu'il n'était pas au courant des actions de son co-accusé. Les allégations portaient sur le fait que le co-accusé de Thug dans l'affaire RICO, Kalief Adams, qui purgeait une peine d'emprisonnement à vie pour meurtre, avait tenté de faire passer du Percocet, de la marijuana et du tabac enveloppé et déguisé pour sentir la nourriture. Un shérif adjoint a tenté de résoudre le problème en emportant les drogues, mais cette situation a amené les gens à se demander si les règles de sécurité de la salle d'audience étaient suffisantes. Par la suite, Young Thug a maintenu qu'il ne connaissait pas M. Adams et a nié toute implication dans le trafic de drogue, déclarant qu'il n'avait aucune connaissance préalable de la combine et qu'il ne s'y était pas engagé. Son avocat a déclaré que la pilule avait été immédiatement remise à l'adjoint sans qu'il sache de quoi il s'agissait. Tout le monde l'aurait probablement cru s'il n'avait pas été au tribunal pour une affaire similaire. Cependant, les circonstances ont trahi ces affirmations, car même un enfant pourrait dire qu'accepter quelque chose d'un étranger n'est pas un bon comportement, et que le cacher sous la table est quelque chose d'assez suspect pour être une source d'inquiétude. Parmi les nombreuses questions qui ont été soulevées, celle concernant Adams, qui était déjà en prison à l'époque, qui a tenté de passer de la drogue à Young Thug au cours de la procédure judiciaire, a suscité des inquiétudes, suggérant un trafic de drogue planifié et coordonné. La façon dont l'herbe a été emballée avec des épices pour en masquer l'odeur montre que l'opération a été bien conçue et planifiée. Mais ce n'est pas tout. Le tribunal a dû déterminer ce qui s'était réellement passé, car M. Adams avait avalé une partie des médicaments. Il a été emmené à l'hôpital pour un scanner, mais nous ne savons pas s'il a tout avalé. Il est étrange qu'un trafic de drogue puisse se dérouler dans une salle d'audience, sous le regard attentif de tant de personnes. Il semble que ce soit un problème récurrent qui revient sans cesse. Des cas similaires se sont déjà produits. Par exemple, la mère de Yak Gotti a essayé de glisser du tabac dans les vêtements qu'elle avait apportés pour lui lors d'une audience au tribunal. On se demande pourquoi une personne incarcérée pour meurtre prendrait un tel risque et s'exposerait à d'autres accusations, surtout pour une personne qu'elle dit ne pas connaître. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi ils ont agi de la sorte et comment Adams a pu obtenir les pilules alors qu'il était déjà en prison. Quelle que soit l'opinion que vous avez d'Adams et de Young Thug en ce moment à propos de cette affaire, elle est probablement juste. On peut admettre que le coup qu'ils ont fait était astucieux, mais il a aussi porté atteinte à la procédure judiciaire. Cependant, le fait que ces objets interdits aient réussi à pénétrer dans la salle d'audience indique déjà un manque de sécurité et de compétence de la part du tribunal et montre que les contrevenants n'ont aucune considération pour les règles officielles. Ce n'est peut-être pas la seule fois où Young Thug a été observé en train de défier le pouvoir judiciaire. Avant de recevoir la pilule de Percocet, il s'est présenté au tribunal pour une audience de requête avant son procès impliquant le gang présumé YSL. Mais l'audience ne s'est pas déroulée comme prévu en raison de problèmes techniques au palais de justice du comté de Fulton qui ont entraîné des heures de retard. Lorsque la procédure a finalement commencé, un événement inattendu s'est produit au cours d'un appel Zoom. Quelqu'un a partagé son écran et montré une vidéo cochonne d'un homme complètement nu dans la salle d'audience, avec les mots « Free Young Thug » écrits dessus. Les adjoints se sont empressés d'éteindre les écrans et le juge a tenté de ramener l'ordre dans la salle, mais il a fallu un certain temps pour que les choses se calment. Même plusieurs jours après les faits, les gens ne cessaient d'en parler en ligne. En raison d'un problème technique, l'audience a été déplacée dans une salle d'audience plus grande au premier étage où seuls les médias, les accusés et leurs avocats étaient autorisés à pénétrer. C'était la première fois que Thug se présentait au tribunal depuis son arrestation en mai pour des accusations de gang et de RICO. Cela s'est passé juste un jour après que son pote Gunna soit sorti de prison après avoir admis qu'il était coupable dans la même affaire. Au cours de la séance du tribunal, l'avocat de Young Thug, Brian Steele, a présenté un argument de poids, voulant empêcher l'utilisation de certains éléments de preuve qui avaient été recueillis dans la maison de Young Thug en 2015. C'est à cette époque qu'il a été arrêté à Sandy Springs.
Il s'agissait d'un moment crucial qui s'est avéré être une victoire importante pour Brian Steele et Young Thug. Le juge Ural Glanville, qui supervisait l'affaire, a décidé que les preuves recueillies dans la maison de Young Thug, sans mandat de perquisition en bonne et due forme, ne pouvaient pas être prises en compte dans le procès à venir. Young Thug a également été inculpé dans le cadre d'une grande affaire de gang contre Way SL. Les procureurs ont déclaré que Way SL était un gang et que Young Thug en était le chef et le fondateur. Cependant, Brian Steele et l'équipe de défense avaient un point de vue différent. Ils ont fait valoir que Way SL n'était qu'une simple maison de disques et qu'elle n'était pas impliquée dans des opérations secrètes ou illégales. À l'approche de la date du procès, il restait encore quelques défis à relever. Au moins 3 des accusés n'avaient pas encore obtenu de représentation juridique, ce qui était quelque peu préoccupant. La complexité de l'affaire était indéniable, avec une quantité massive de preuves à passer au crible, car le tribunal avait amassé plus de 3 téraoctets de données relatives à l'affaire. À l'heure actuelle, l'affaire Rico de Young Thug est toujours en cours. La sélection du jury a commencé le 4 janvier 2023 et se poursuit. 14 des 28 personnes inculpées, dont Young Thug, doivent être jugées dans cette affaire. Le juge Glanville a achevé la phase initiale d'évaluation des jurés potentiels afin de déterminer les difficultés qui pourraient les empêcher de faire partie d'un jury. Il a ensuite interrogé un large groupe d'environ 750 jurés potentiels. Ce processus est un élément essentiel de la sélection d'un jury équitable et impartial pour une affaire juridique. Bien qu'il faille s'attendre à ce que cela prenne encore plusieurs mois, Thug s'est vu refuser la libération sous caution à 4 reprises pour des accusations de meurtre, de vol à main armée, d'agression aggravée avec une arme mortelle, de vol, de trafic de drogue, de détournement de voiture et d'intimidation de témoins. Ils utilisent ses paroles de rap, ses messages sur les réseaux sociaux et même ses vêtements portant le logo Slime comme preuve contre lui au tribunal. La défense fait valoir que tous ces éléments devraient être protégés par le premier amendement et ne pas être admis comme preuve. Il s'agit d'une affaire importante dans la communauté hip-hop et dans le monde juridique qui suscite beaucoup d'attention. Young Thug fait face à de graves accusations et s'il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à la prison à vie. Le procès est tendu et personne ne sait exactement comment il va se dérouler. Mais une chose est sûre, cette affaire a des implications majeures pour l'avenir de la musique rap. Suge Knight. Marion Hugh Knight Jr., alias Suge Knight, est un nom déjà terrifiant dans le monde du hip-hop. Mais avant cela, il s'est rendu célèbre en lançant son entreprise musicale en 1989. Son grand coup a été de faire signer à Vanilla Ice environ 4 millions de dollars de royalties pour sa chanson Ice Ice Baby à Death Row Records. Mais ce dont les gens se souviendront le plus, c'est de son association avec Dr. Dre pour créer Death Row Records. Ils ont sorti des albums comme The Chronic et le premier album de Snoop Dogg en 1993. En 1995, Knight a aidé Tupac Shakur à sortir de prison en lui versant 1 400 000 $. Un an plus tard, Tupac a sorti un album important intitulé All Eyes on Me, qui a sans doute été la meilleure partie de Death Row Records dans les années 90. Cependant, Death Row Records s'est effondré au fil du temps, bien qu'il ait été relancé par Snoop Dogg en 2022. Mais les activités de Knight après cela n'ont pas été agréables. En janvier 2015, il a été accusé de meurtre en raison de son implication dans un délit de fuite mortelle. L'incident s'est produit à Compton, en Californie, impliquant Terry Carter, un ami de Knight, et Claiborne Sloan frappé par le véhicule de Knight lors d'une altercation. La collision a entraîné la mort de Terry Carter et des blessures à Sloan. Le bureau du procureur du comté de Los Angeles n'a pas hésité à pointer du doigt Suge Knight. Ils ont retenu contre lui des accusations graves, comme le meurtre, la tentative de meurtre et 2 chefs d'accusation de délit de fuite. Ils avèrent la preuve qu'il avait l'intention d'utiliser sa voiture comme une arme, causant la mort d'une personne, Carter, et la blessure d'une autre, Sloan. Dans un premier temps, il s'est rendu, probablement dans l'espoir d'éviter quelques ennuis ou d'obtenir une peine plus légère. Mais en septembre 2018, Suge Knight s'est rendu et a plaidé non coupable d'homicide volontaire. Dans le cadre d'un accord, il a été condamné à une peine de 28 ans de prison. Ce jour fatidique où il a conduit sa voiture de manière imprudente a eu de lourdes conséquences juridiques pour lui. L'altercation qui a conduit à l'incident a commencé sur le plateau d'une publicité pour le film Straight Outta Compton. Knight s'est disputé avec Sloan, ce qui a dégénéré en altercation physique. Knight est alors parti, mais certains disent qu'il est revenu plus tard et a foncé avec sa voiture sur Sloan et Carter. L'incident a fait grand bruit dans les médias et tout le monde a parlé de Knight et de ses problèmes juridiques passés. Au fur et à mesure que les choses évoluaient vers la salle d'audience, Knight s'est retrouvé dans une série de batailles juridiques, faisant face à diverses audiences et à des procès. Il a dû rester en détention pendant que tout cela se déroulait. L'affaire a donné lieu à de nombreuses comparutions devant le tribunal, les avocats des 2 parties présentant leurs arguments et les preuves à l'appui de leurs affirmations. Il s'agissait d'un va-et-vient, l'accusation et la défense s'affrontant pour tenter d'obtenir gain de cause.
C'est lors d'une de ses comparutions au tribunal, le 13 octobre 2015, que Suge Knight a fait quelque chose d'impensable. Comme il n'était pas autorisé à contacter son fils, Legend, qui fêtait son 6e anniversaire ce jour-là, il a tenté de manière créative de souhaiter un joyeux anniversaire à son fils en brandissant un morceau de papier sur lequel était écrit « Happy B-Day Legend » lorsque la caméra de télévision s'est tournée dans sa direction. Le message était difficile à voir au début, mais il a souri au caméraman qui a fait un zoom. La vidéo de l'incident est devenue virale et les réactions ont été mitigées. Certains ont estimé qu'il s'agissait d'un geste touchant, soulignant qu'il était également père et qu'il souhaitait manifestement faire quelque chose de spécial pour son fils à l'occasion de son anniversaire. D'autres ont estimé qu'il s'agissait d'un manque de respect envers le tribunal. Le témoin, Marvin Kinsey, a déclaré que Knight lui avait offert 25 000 $ pour qu'il mente et dise qu'il avait vu des armes sur la scène du crime. Kinsey a également déclaré que Knight lui avait dit de mentir sur ce qui s'était passé avant l'accident. Les avocats de Knight ont déclaré que ce n'était pas vrai, mais le bureau du procureur a estimé qu'il y avait suffisamment de preuves pour inculper Knight de corruption. En fin de compte, Knight a été accusé d'avoir tenté de corrompre un témoin, d'avoir été complice après les faits et d'avoir tenté de faire mentir quelqu'un sous serment. Il a été condamné à 3 ans et 8 mois de prison, à purger en même temps que sa condamnation pour meurtre. Le fait que Knight ait été reconnu coupable de corruption a été un coup dur pour son équipe de défense, et le jury a peut-être douté de lui. Les accusations de corruption ont également soulevé des questions sur le caractère de Knight. Il avait un long passé de violence et d'intimidation, et les accusations de corruption suggéraient qu'il était prêt à utiliser ces tactiques pour obtenir ce qu'il voulait. Bien que les accusations de corruption n'aient finalement constitué qu'une partie mineure de l'ensemble du dossier juridique de Knight, elles ont donné un aperçu de son caractère et de sa volonté d'enfreindre la loi. Comme on peut s'y attendre du système judiciaire, la procédure a connu des retards et des difficultés, notamment des changements d'avocats de la défense et des problèmes liés aux preuves et aux témoins. La santé de Knight est également devenue un sujet de préoccupation pendant le procès et il a été hospitalisé à plusieurs reprises. L'affaire a été suivie de près par les médias et le public en raison de son caractère très médiatisé et de l'histoire de Knight en tant que figure éminente de l'industrie musicale. Knight n'est pas un homme facile et les juges ont dû passer un moment difficile, eux aussi, pour refuser de réduire sa caution de 10 millions à 5 millions de dollars. Son avocat a plaisanté sur le fait que Floyd Mayweather avait payé sa caution, car le jour de l'audience était aussi celui d'un match de boxe que tout le monde espérait voir gagné par Floyd. Cette plaisanterie a certainement fait rire Knight, mais il croyait aussi que ce que disait l'avocat serait vrai d'une manière ou d'une autre, car pour quelqu'un en prison, il avait besoin de tous les espoirs, bien qu'il ait fréquenté le tribunal si souvent qu'il avait une réputation terrifiante qui remontait au début des années 1992. En 1992, Knight a été arrêté et inculpé de 2 chefs d'accusation d'agression avec une arme mortelle. Il a été accusé d'avoir frappé au pistolet 2 aspirants rappeurs dans un studio d'Hollywood. Puis, en 1995, Knight a plaidé non coupable à une accusation de vol à main armée et d'agression à l'aide d'une arme à feu. Il a été condamné à 5 ans de mise à l'épreuve. Les choses ne se sont pas arrêtées là. En 1996, Knight a été impliqué dans une rixe aux côtés de Tupac avec un membre du gang des Crips, quelques heures avant que Tupac ne soit abattu. Knight a été accusé d'avoir violé les termes de sa probation en s'associant avec des membres de gang, et en 2003, Knight a été reconnu coupable d'avoir violé sa liberté conditionnelle et condamné à 9 mois de prison. Il a probablement fait tout cela pour s'amuser. Il a été arrêté et accusé de vol pour avoir prétendument volé un appareil photo à un photographe en 2014. Il a également dû payer une caution de 19 000 $ en 2008 parce qu'il était accusé d'avoir blessé son ex-petite amie. De toute évidence, il s'agit d'une personne violente qui est prête à faire des choses étranges pour atteindre ses objectifs. Pour rappeler l'évidence, l'affaire Knight a été réglée par une condamnation à 28 ans de prison. Les autres accusations de tentative de meurtre et de délit de fuite ont été rejetées et le temps qu'il a passé en prison avant le procès est pris en compte dans sa condamnation. Il est donc toujours derrière les barreaux. Lil Rod. Rodalius Ryan, alias Lil Rod, est l'un des 13 accusés actuellement impliqués dans le procès RICO de Young Thug YSL. Les accusations portées contre lui comprennent la conspiration en vue d'enfreindre la loi RICO, ainsi qu'une série d'autres charges telles que l'agression aggravée, le vol à main armée et la possession d'une arme à feu par un criminel condamné. Lil Rod n'est pas un simple nom. C'est un rappeur et un membre clé de l'équipe YSL qui est au centre de l'acte d'accusation RICO. Il est connu pour ses paroles dures et son image de dur à cuire, ce qui est assez courant chez les rappeurs de nos jours. Il n'est pas étranger aux problèmes juridiques puisqu'il est en prison depuis 2019 pour avoir été impliqué dans le meurtre de Jamari Holmes, qui a été retrouvé mort dans une voiture volée avec une blessure par balle à la tête. Les personnes chargées des poursuites judiciaires contre YSL affirment que Lil Rod a joué un rôle important dans les activités illégales du gang. Ils affirment qu'il a participé à des actes violents tels que des fusillades et des vols, ainsi qu'aux opérations de trafic de drogue du gang.
Mais Lil Rod a maintenu qu'il n'avait rien fait de mal, et il s'en tient à cela, même si la procédure judiciaire se poursuit. Son procès doit se poursuivre en septembre 2023. L'affaire Way SL n'est pas un acte isolé, elle implique plusieurs autres personnes, notamment des personnalités comme Young Thug, que nous avons vu dans cette vidéo, Gunna, Lil Duke, Yak Gotti et d'autres rappeurs et membres du collectif Way SL. En gros, ils ont tous la même histoire, qui comprend une liste d'accusations allant du meurtre et de la tentative de meurtre au vol à main armée, au trafic de stupéfiants et au racket. Voici le scoop. Lil Rod a apparemment eu une petite altercation avec un adjoint. L'histoire raconte qu'il a craché sur l'officier et que les choses sont devenues vraiment désordonnées lorsqu'ils ont commencé à se chamailler. L'adjoint et Lil Rod ayant ce que l'on pourrait appeler une bagarre désordonnée parce qu'ils ne voulaient pas sortir de la voiture de police. Depuis le début, cette affaire a connu un parcours tumultueux. Alors qu'il semblait que nous avions tout vécu, une révélation surprenante est apparue lorsque l'avocat de Rod a affirmé qu'il avait été soumis à la force physique par le service de police du comté de Fulton, ce qui lui avait causé de nombreuses blessures. L'impact de cette révélation a été important, car elle a déclenché une activité intense dans la salle d'audience. L'atmosphère est devenue tendue et troublée. L'incident qui a déclenché cette agitation est dû à la détection d'une forte odeur de marijuana émanant de Lil Rod, malgré ses efforts pour la dissimuler. Il lui a été demandé de s'écarter pour être fouillé. Il a hésité mais a fini par s'exécuter en enlevant ses chaussures, son pantalon et sa chemise. Cependant, les adjoints n'étaient pas satisfaits et ont insisté pour une fouille plus approfondie. Ryan a résisté, ce qui a amené l'un des adjoints à faire remarquer qu'il ne voulait pas avoir recours aux menottes inutilement. Il a tout de même été menotté après avoir protesté. Personne ne s'attendait à ce que Lil Rod hurle, car avant cela, tout le tribunal semblait très calme et en mouvement comme une audience formelle devrait l'être. Même Young Thug était assez secoué par la confusion lorsque l'incident s'est produit et les caméras dans la salle d'audience ont pu photographier son expression. Face à l'escalade de la situation, la sécurité a dû intervenir et escorter au moins 3 personnes hors de la salle d'audience. Ryan lui-même a été emmené par un groupe d'adjoints et placé dans une cellule de détention. Le chaos s'est intensifié, poussant les officiers à crier « Tout le monde reste calme » et à ordonner l'évacuation de la salle d'audience. La situation était devenue de plus en plus chaotique et imprévisible. Après la fouille, on a découvert qu'il avait en fait de la drogue sur lui, cousue à ses vêtements intérieurs. L'un des adjoints a déclaré « C'était très bien caché ». Parmi tous les noms cités dans l'acte d'accusation RICO contre Way SL, seuls 8 d'entre eux sont toujours présents en tant que co-accusés. Young Thug fait partie du lot et se bat pour sa liberté. Ils soutiennent tous qu'Way SL n'est qu'une maison de disques et non un gang de rue criminel comme l'affirment les procureurs. Si vous jetez un coup d'œil à la liste des allégations auxquelles ces personnes sont confrontées, vous y trouverez trafic de drogue, intimidation, subornation de témoins, agression, conspiration et même tentative de meurtre. Il ne s'agit peut-être que d'allégations, mais au centre de cette affaire, un autre événement dramatique s'est produit. Le procureur Fani Willis aurait trahi sa conscience, ce qui, selon le père de Lil Rod, lui aurait fait miroiter une carotte plutôt alléchante. Selon lui, elle lui aurait offert sa liberté, mais il y a un piège. Il devrait dénoncer Young Thug. Le père en colère, qui s'attendait à ce que son fils soit libéré dès qu'il l'aurait dénoncé, est mécontent que les choses ne se soient pas déroulées comme prévu et a craché le morceau. Bien sûr, il y a eu quelques discussions, et Angela Williams, l'avocate de Lil Rod, s'est jointe à la conversation. Et elle ne s'est pas contentée de parler n'importe où, elle a envoyé un SMS à un journaliste. Elle a dit en substance « C'est une fausse déclaration. Si une offre avait été faite à mon client, l'État serait passé par moi puisque M. Ryan est représenté par un avocat. » Elle voulait probablement faire comprendre qu'elle gardait un œil sur les choses. Lil Rod a son aigle juridique qui veille sur lui, mais cela n'empêche pas de cracher sur un agent de la loi pour quelque raison que ce soit. Way N.W. Melly. Parlons donc de Way N.W. Melly, le rappeur de Floride. Vous vous souvenez peut-être de lui grâce à son tube « Murder on My Mind » en 2018. Il est né le 1er mai 1999 à Gifford, en Floride. Eh bien, il avait probablement un meurtre en tête pour avoir réalisé sa première expérience avec ses amis, un événement qui a éclipsé sa gloire musicale et lui a valu l'infamie du procès. En octobre 2018, les copains de Melly, Anthony Williams, alias Way N.W. Sackchazer, et Christopher Thomas Jr., alias Way N.W. Juvie, ont été retrouvés abattus dans une voiture dans la ville natale de Melly, Miramar, en Floride. Les procureurs ont déclaré que Melly et un homme nommé Cortland Henry, alias Way N.W. Bortland, qui aurait conduit le véhicule qui a servi de scène de crime, ont tiré et fait croire qu'il s'agissait d'une fusillade. Mais la défense soutient qu'il s'agissait d'un vol raté. Ils ont été arrêtés et inculpés pour les meurtres. L'accusation a présenté des témoignages, des preuves ADN et même des relevés de téléphone portable comme éléments de preuve. Pendant ce temps, la défense avait son propre jeu, faisant témoigner les amis et la famille de Demont, ainsi que des experts pour parler des relevés de téléphone portable.
Le jury a déclaré 2 non coupables, non pas une seule fois, mais de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. La sentence? La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Après l'annonce du verdict, les choses se sont encore intensifiées. Mellie a fait sensation en envoyant un baiser aux familles des accusés. Les gens étaient très en colère, pensant que c'était un manque de respect envers les familles des victimes. La salle d'audience s'est transformée en véritable montagne russe émotionnelle. Il s'agissait également d'un moment désagréable que la plupart des gens auraient eu du mal à regarder. La mère de Mellie, Jamie Dimons King, était en larmes et a eu besoin d'aide pour quitter les lieux. Elle a ensuite déclaré qu'elle supprimait les médias sociaux parce qu'elle ne pouvait pas gérer toutes les émotions et le stress causés par cette situation. Elle a déclaré « Je supprime cette application. Je ne peux pas pleurer et m'énerver à cause d'un menteur qui ne veut même pas montrer son visage au tribunal, mais qui se soucie tellement de moi que j'ai déjà eu une crise cardiaque à cause du stress. J'ai déjà fait une crise cardiaque à cause du stress. J'essaie d'être pacifique et respectueuse envers vous tous. Je prie pour tout le monde parce que je sais que c'est la bonne chose à faire. » Les familles des accusés étaient également bouleversées, mais elles ne l'ont pas montré autant que la mère de Mellie. L'une des mères des victimes, Leondra Phillips, l'a mentionné, et elle n'a pas tort. On a vu Mellie sourire et rire pendant le procès, mais c'est surtout la partie où elle a soufflé un baiser qui a fait parler d'elle en ligne. Au début, il semblait prier, puis il a surpris tout le monde en soufflant un baiser. Elle n'approuvait manifestement pas ses actions et pensait que ce qu'il faisait était irrespectueux. Elle était contrariée parce qu'il semblait ne pas avoir de remords pendant qu'il priait et qu'il souriait même. Elle pensait que ce n'était pas le bon moment pour cela. Ashley, la tante de Christopher, a déclaré que Mellie était une personne qu'ils connaissaient tous, qu'ils aimaient et en qui ils avaient confiance. Elle a indiqué qu'ils l'avaient revue grandir et qu'ils espéraient maintenant que justice soit faite dans cette affaire tragique. La situation était vraiment triste et grave. La famille de la victime était proche des 4 personnes impliquées. Avant les accusations de meurtre, Mellie était même considérée comme un meilleur ami. À un moment donné, on lui a montré des images de ses amis blessés à l'hôpital et il aurait pleuré. Les gens se sont demandé s'il s'agissait d'un sentiment de culpabilité ou de fausses larmes. Il s'est passé quelque chose d'intéressant au cours de la procédure judiciaire, bien que cela ne fasse pas partie du même procès. L'avocate de WNW Mellie, Erica Russell, lui a chuchoté quelque chose et s'est couvert la bouche avec un carnet sur lequel était écrit « Evil Plans and Stuff ». Cet incident a suscité des réactions sur les médias sociaux. Certains l'ont trouvé drôle, d'autres ont estimé qu'il n'était pas professionnel. Les gens étaient curieux de savoir ce qui était écrit dans le carnet et s'il contenait des informations qui pourraient être utilisées contre Mellie lors de son procès. Plus tard, Russell a précisé que le carnet n'était qu'une blague et qu'il ne contenait pas de véritable plan diabolique. Elle a déclaré qu'elle l'avait apporté au tribunal pour remonter le moral de Mellie et qu'il l'avait trouvé drôle. L'incident ne semble pas avoir eu d'impact durable sur le procès de Mellie, qui a été annulé. Mellie doit encore répondre de 2 accusations de meurtre au premier degré. Avec tant d'événements qui se produisent et font jaser sur le net, WNW Mellie aurait été associé aux Bloods, un gang de rue notoire connu pour sa présence dans diverses régions des États-Unis. Dans certaines de ses chansons et publications sur les médias sociaux, Mellie a fait référence à son affiliation aux Bloods en utilisant leur signe de la main et en incorporant leur symbole dans son personnage. Des rappeurs comme Young Thug et French Montana figurent dans son dossier, ce qui prouve qu'il était affilié à eux. On prétend que de nombreux gangsters concluent des accords avec des rappeurs qui leur rapportent de l'argent et une grande popularité, tout en leur apportant leur soutien pour de futurs projets louches. La véracité de cette affirmation n'a pas été établie. Cette affaire est un véritable casse-tête. Il y a tellement de points de vue différents sur ce qui s'est réellement passé et qui a conduit à la condamnation de Mellie. C'est devenu un sujet brûlant et les gens en parleront encore longtemps. Mais l'histoire ne semble pas encore terminée. Il est probable que les avocats de Mellie feront appel lorsque le procès se poursuivra, car jusqu'à présent, ils ont soutenu que le dossier de l'accusation reposait sur des preuves indirectes et qu'il existait un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé. Il s'agit d'une affaire complexe, avec de nombreux angles et opinions différents. Mais une chose est sûre, c'est une affaire dont on parlera pendant longtemps. Darrell Mattboy Brooks. Darrell Mattboy Brooks est un rappeur qui n'aura peut-être plus l'occasion de rapper, car il a été reconnu coupable d'avoir tué 6 personnes et d'en avoir blessé des dizaines d'autres lors d'un attentat perpétré en 2020 et un contre une parade de Noël à Waukesha, dans le Wisconsin. Brooks est né à Milwaukee, dans le Wisconsin, en 1982 et a commencé à rapper au début de son adolescence. Il a publié sa première mixtape en 2014 sous le nom de Mattboy Fly et a eu un petit public, mais n'était pas un rappeur connu. En 2021, le 21 novembre, Brooks s'est battu avec son ex-petit ami et les choses ont pris une très mauvaise tournure. Après la bagarre, il est monté dans sa Ford Escape rouge et a foncé dans la parade de Noël qui se déroulait dans le centre-ville de Waukesha. C'est triste à dire, mais son 4x4 a foncé dans la foule et 6 personnes ont perdu la vie, tandis que beaucoup d'autres ont été blessés.
Les autorités ont toutefois arrêté Brooks peu de temps après l'horrible incident. Elles ont trouvé sa voiture, dont le capot était abîmé, garée dans l'allée de quelqu'un. Il avait demandé de l'aide à un voisin, déclarant qu'il était sans abri et qu'il avait besoin d'un Uber. Le voisin a cependant alerté la police, qui était déjà à sa recherche après l'incident survenu quelques minutes auparavant. Il a ensuite été arrêté, mais on ne sait toujours pas exactement pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Brooks s'est représenté lui-même devant le tribunal et a déclaré qu'il n'essayait pas de viser le défilé. Il a affirmé qu'il conduisait simplement de manière imprudente et qu'il avait perdu le contrôle de sa voiture. Mais l'accusation, de son côté, a soutenu qu'il avait en fait l'intention de foncer dans le défilé et qu'il l'avait fait parce qu'il était vraiment en colère et plein de haine. Brooks n'est pas vraiment un saint. Avant la parade, il a eu des démêlés avec la justice. Il a été arrêté plusieurs fois et a même été emprisonné 2 fois. Et dans les mois qui ont précédé le défilé, il a été impliqué dans de nouvelles bagarres à la maison. 2 jours avant le désastre de la parade, il est sorti de prison. Quelle qu'en soit la raison, ce qui s'est passé à Waukesha ce jour-là est plus qu'horrible. Des personnes ont perdu la vie à cause des actes de Brooks et beaucoup d'autres ont souffert. L'histoire de Matt Bois va bien au-delà de ce que vous avez pu entendre. Dans l'un de ses clips vidéo pour une chanson intitulée « Half a Ticket », Matt Bois rappe avec des mots très forts et violents tout en tenant un gros pistolet. Lui et un autre rappeur s'amusaient avec ses armes et, à un moment donné, il semble qu'ils aient même tiré sur l'un d'entre eux. Le véhicule qu'il utilisait dans la vidéo était du même type que celui qui a été utilisé lors d'un écrasement dans la vie réelle. Lors du procès visant à déterminer ce qui s'est passé, ils ont montré cette vidéo de rap pour prouver que Matt Bois avait le même type de voiture que celle qui a été utilisée pour commettre le crime. Mais voici le coup de théâtre. La mère de Matt Bois a dit qu'il ne comprenait pas vraiment ce qu'il faisait parce qu'il n'était pas mentalement stable. Elle a écrit une très longue lettre au juge pour lui expliquer qu'il n'avait pas les idées claires et qu'elle craignait qu'il ne soit contrarié s'il apprenait qu'elle avait écrit cette lettre. Mais dans cette même vidéo, Matt Bois rappe sur le fait de faire de mauvaises choses et d'enfreindre la loi. C'est donc comme s'il disait 2 choses différentes. D'un côté, sa famille dit au tribunal qu'il ne va pas bien et qu'il n'avait pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit. D'autre part, sa musique montre qu'il sait ce qu'est le crime et comment il fonctionne. Ainsi, lorsque le jury a dû décider de ce qu'il fallait faire, il a discuté pendant environ 3 heures et 15 minutes avant de prendre une décision. Lorsqu'ils ont enfin dit ce qu'ils pensaient, Matt Bois a gardé la tête baissée et n'a même pas regardé les personnes qui décidaient de son sort. Il était difficile de comprendre ce qui se passait vraiment dans la tête de Matt Bois. Les procureurs ont affirmé qu'après que Brooks se soit battu avec son ex et qu'il ait foncé dans le défilé, la police l'avait sommé de s'arrêter, ce qu'il n'avait pas fait. Le procès a été assez intense et, à plusieurs reprises, il s'est montré assez perturbateur au tribunal, allant jusqu'à enlever sa chemise et à refuser de reconnaître son propre nom. Il a également dit au juge « Vous devez faire votre travail » pour lui avoir demandé de fournir un témoin. Il a également été filmé en train de dire des choses méchantes au juge comme « Et lorsqu'on lui a dit qu'il serait emmené dans la salle d'audience suivante pour son comportement, il a riposté en criant sur le juge. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses occasions où il a manqué de respect au tribunal. Depuis qu'il est en prison dans l'attente de son procès, il envoie des lettres à son domicile. Dans l'une d'elles, Brooks écrit qu'un agent pénitentiaire lui a dit « J'espère qu'ils vont condamner ce stupide mot « haine » à la prison à vie. Ils vont le tuer en prison. » Il mentionne également que des codétenus lui ont dit que certains agents leur avaient proposé de l'argent pour lui faire du mal et altérer sa nourriture. Brooks s'inquiétait de ne pas recevoir l'aide médicale nécessaire en prison. Il disait avoir des maux de tête, des vertiges et des douleurs à la poitrine, mais on ne l'autorisait pas à voir un médecin. Sa mère, Lawanda Robertson, a transmis ses lettres aux médias et a déclaré qu'elle était très inquiète pour la sécurité de son fils et qu'elle pensait qu'il était traité de manière injuste. Brooks a été reconnu coupable de 76 chefs d'accusation, dont 6 chefs d'homicide volontaire au premier degré que le juge Dorough a déclaré qu'il méritait. Quant au montant des dommages et intérêts que Brooks devra payer, il n'est pas encore connu. Mais il devrait s'élever à plusieurs millions d'euros. Les familles des victimes devront prouver que les actes de Brooks ont directement causé leurs blessures et entraîné d'importantes pertes financières et émotionnelles. Le procès civil n'en est qu'à ses débuts et sa résolution devrait prendre quelques années. Mais les familles des victimes ne manqueront pas de faire pression pour que justice soit rendue à leurs proches dans l'espoir d'obtenir des dommages-intérêts substantiels. Outre les poursuites civiles, Brooks doit également faire face à d'autres sanctions financières. Il a été condamné à payer un total de 523 293,01 $ aux victimes et aux compagnies d'assurance, dont environ 171 000 $ de dédommagement. Le montant total que Brooks devra payer n'est pas encore connu, mais il est probable qu'il s'agisse d'une somme importante. Les familles des victimes ne reculeront pas et continueront à se battre pour obtenir la justice qu'elles méritent et le recouvrement financier dont elles ont besoin, surtout face à l'attitude inflexible de M. Brooks. Ce n'est peut-être pas tout ce que vous verrez sur la scène du rap, car les rappeurs transposent leur style assuré dans les salles d'audience.
Ces événements vous feront repenser à la façon dont la musique et le droit peuvent se mélanger de manière surprenante. Cliquez sur l'une des cartes à l'écran si vous souhaitez lire d'autres histoires de ce type.